Et donc Harry Potter 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui est, comme je vous le disais, moi, un de mes tomes préférés, tout simplement parce qu'on apprend à connaître Voldemort. Et qu'on apprend toute sa backstory. Alors moi, j'ai des gros souvenirs de la masure des Gaunt, qu'on voit très peu dans les films, avec du coup, le grand-père de Voldemort et son oncle qui parle en fourche-langue, où justement dans les souvenirs qu'on voit, il n'y a que Harry qui comprend ce qu'ils disent. Tout ce côté-là avec une ambiance très dark, très poussiéreuse, quoi. T'as envie de dire, ouvrez un peu ouvrez les volets, quoi. Et il y a ce truc-là que moi je trouve exceptionnel, et on comprend en fait que Voldemort est construit sur en fait la mère de Voldemort a était amoureuse de son père et du coup a fait un filtre d'amour, et du coup il est né d'une union non désirée, non voulue, et du coup en fait de là tu comprends que c'est pas juste un orphelin, en fait c'est un mec qui vient d'une famille qui a été complètement détruite par l'avarice et par l'ambition, qui a plus rien, et il vient d'un couple qui ne marche pas, et donc en fait de base tu comprends que dans sa construction psychique à Voldemort c'était pas possible qu'il tourne bien. Et tu vois tous les moments où Dumbledore justement va le chercher, où il commence un petit peu à œuvrer dans Poudlard, et je trouve que là, encore une fois, le personnage de Voldemort est encore plus étoffé et devient vraiment, moi c'est à partir de ce tome-là que Voldemort rentre dans mes personnages préférés. Ah, donc il est dans tes personnages. Il est dans mes personnages préférés, ouais. Bah, c'est là où aussi grâce au gros travail de recherche de Dumbledore, parce qu'on apprend qu'il y a des Horcruxes, parce que personne n'est au courant des Horcruxes, même les plus fidèles partisans de Voldemort ne savent pas que Voldemort a créé des Horcruxes. C'est ça. Et Dumbledore a l'intuition que ça existe, mais la seule façon qu'il a d'en être sûr, c'est que ce soit confirmé par la personne qui a enseigné les Horcruxes à Tom Jedusor, à savoir Horace Slughorn, qui apparaît donc du coup dans ce truc-là. Ils vont le chercher, il est déguisé en fauteuil. Ça m'a toujours fait mourir de rire, ce truc-là. C'est extraordinaire. Il veut savoir combien il y en a. Il sait qu'il y en a, mais il sait pas combien il y en a. C'est ça. Et il y en a 7. 7 comme les morceaux de son âme et comme le nombre de livres. C'est ça. Aussi, comme le nombre de morts aussi. Comme le nombre de morts, comme 7, le chiffre magique. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il serait possible d'échafauder une théorie comme quoi dans chacun des livres apparaît un Horcrux de Voldemort? Là, comme ça, je l'ai. Non, sûrement pas. Dans le premier, il n'y en a pas. De toute façon. Non, dans le premier, c'est un peu compliqué de dire qu'il y en a un. Non, parce mais que dans le 2, évidemment, c'est le journal. Dans le 2, il y a le journal. Le 3, dans le 3, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Donc ma théorie est caduque. Non plus. Ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est vraiment... Et puis, on commence le vrai hors les murs. On l'avait attaqué un petit peu avec Sainte-Mangouste, avec Scroll-Rimord. Mais là, on va à l'extérieur de Poudlard chercher les Horcruxes. C'est là qu'on comprend qu'ils sont dans des lieux importants pour Voldemort, et dans des objets aussi qui reflètent la grandeur qu'il veut se donner. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de ce personnage qu'on imagine en fait complètement chaotique dans la construction de son œuvre, en fait avait un vrai plan depuis le début, et enfin beaucoup d'intérêt pour ce livre-là, moi de mon côté, pour Voldemort, justement, tout ce qu'on apprend sur lui. Oui. Après, il y a tout le passage sur le livre des potions. Le prince de sang mêlé, c'est qui est encore une fois le prince de sang mêlé, encore une fois le décor dans lequel se joue la fresque Harry contre Voldemort. Parce qu'il devient quand même vachement doué grâce à son bouquin. Et il y a, c'est quoi vous les trucs qui vous ont marqué un peu dans cet opus-là? Tous les souvenirs. Les souvenirs, c'est top, quand Harry a ses petits cours particuliers avec Dumbledore, où il replonge dans des pensées de personnes, de tierces personnes. C'est super chouette, quoi. À la lecture, moi j'attendais que ça. Ouais. Limite, t'avais envie de sauter des pages pour aller voir quand est-ce qu'il retourne voir Dumbledore et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment totalement éludé dans les films aussi. Là, vous en parlez, effectivement, je me sens loin parce que j'ai plus aucun souvenir de ça, parce que la lecture date de la sortie du livre. Et ça, dans les films... c'est passé sous silence. Moi, je pense que c'est très exploité. compliqué, si t'as vu que les films, de comprendre ce que c'est qu'un Horcrux, à quoi ça sert et comment c'est créé. C'est vrai que final, c'est pas vraiment bien détaillé dans l'explication. Après, quand on les a lus, on sait. Ou quand on a creusé, si on veut creuser. Mais effectivement, dans les films... Après, même dans les livres, on sait pas comment tu crées un Horcrux. On sait qu'il faut avoir tué quelqu'un, mais tu sais que ça existe. On connaît pas le mode d'emploi précis. T'as quand même plus d'informations, quoi. T'en as très très peu dans les films. Je me souviens pas trop des films. Mais moi, je me souviens d'une construction très très symétrique au niveau des décors et des plans dans le film.
Voilà, il y a ça. Les musiques dans le film, moi c'est les musiques. Elles sont ouf les musiques, ça, c'est sûr. C'est clair. Mais dans tous. Dans tous, de tous les volets. Mais vraiment, c'est vrai que là-dessus, on arrive sur de l'ultra tragique. Là, on est sur de la composition opératique. Franchement, c'est. Alors qu'on est sur un film qui attaque sur Harry qui veut essayer de pécho la serveuse du diner. C'est vrai. Qui est une scène du quotidien de n'importe qui. Complètement. Puis il n'y a rien à foutre là dans un truc où c'est la machine est lancée, c'est la guerre partout. Oui, on pourrait se demander si on regarde bien la même licence, effectivement, sur cette scène. Et après, c'est pas dans. Je sais plus, mais Dumbledore, c'est pas dans celui-là où Dumbledore fait une vieille réflexion à Harry en lui disant « J'ai remarqué que vous, avec Miss Granger... » Oui, si. Putain, mais ça, c'est tellement à côté de la plaque. J'ai dit, mais t'es sérieux, là? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Déjà, d'une part, qu'est-ce que ça peut te foutre? Les mains sont toutes noires, mec. Tu sais que c'est pas le cas, en plus, tu vois. Enfin, bon, bref, c'est des petits détails de films comme ça qui... C'est à côté de la plaque, quoi. C'est dans ce film aussi où il y a toute l'histoire avec Drago. Oui, son avancée, Drago prend une autre dimension. C'est ça. C'est un vrai bouquin d'enquête en fait. Le tome 6, c'est des enquêtes dans tous les sens. Il se passe pas grand chose, mais c'est que de la recherche d'informations. C'est vrai qu'il est assez calme au final. Il est sombre. Il se passe pas grand chose. Je trouve que c'est le plus à part la fin de tous. Mais c'est vrai que c'est des détails parce qu'on voit tout de suite dès le premier banquet, on voit que Malfoy, il est pas dans son assiette. Clairement, c'est le cas de le dire, qu'il est mal à l'aise par rapport à tout ce que pourrait être un Serpentard tonitruant sur les premières saisons. Là, il est un peu plus il est un peu plus en retrait, il s'éloigne aussi un peu plus de ses amis, on voit quelque chose qui le travaille. Le livre commence aussi, il commence dans le bureau du Premier ministre anglais, mais juste après, le chapitre d'après, ils sont dans l'impasse des tisseurs, donc chez Rogue, et on voit le serment inviolable, qui font le serment inviolable, et on apprend qu'en gros, Voldemort, pour punir Lucius de l'échec du ministère, il lui a dit tu vas tuer Dumbledore. On sait très bien qu'un élève de 16 ans ne va pas réussir à tuer Dumbledore. Littéralement impossible. Et Narcissa a tellement peur pour son fils qu'elle demande un serment inviolable à Rogue, et c'est pour ça que Rogue tue Dumbledore après sous les pour ça et pour d'autres raisons. Mais oui, effectivement, c'est que ça le met dans une position où il n'a pas le choix. Dans le livre, on le voit, il n'a pas envie de le faire. Et puis, il est mis au pied du mur. Sa loyauté envers les mange-morts est mise... Elle doit être prouvée. Il doit faire preuve de... Surtout auprès de Bellatrix. Mais la mort de Dumbledore est dingue, quand même, encore, dans le film. Dans le film, on ne comprend pas toute la machination qu'il y a derrière. Sur le fait que Dumbledore sait qu'il va mourir, parce que le sortilège qu'il a... ce qu'il a eu à la main et le sortilège le pourrit petit à petit, il lui reste que quelques mois à vivre, et du coup ça tombe bien, Rogue t'as fait la promesse que tu l'aiderais, donc c'est toi qui vas me tuer, parce que de toute façon j'ai que quelques mois à vivre, et comme ça tu seras vraiment dans les petits papiers. C'est ça, il faut que lui survive vraiment pour le coup. Voilà. Et il y a une amorce du tome 7 et du passé de Dumbledore, justement, quand ils vont récupérer leur Crux. Donc, tu sais, ils vont chercher leur Crux dans la caverne. Et là, Dumbledore boit le liquide qui est là, qui le rend complètement fou. Et c'est là qu'il commence à parler de sa sœur pour la première fois. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, Dumbledore, il a aussi... c'est là que toute sa part d'ombre, elle est mise en lumière, en fait. Ça, tu le comprends que quand t'as lu le 7. Quand t'as lu l'explication avec Belfort. Ça commence, tu vois, déjà, tu te dis, ah tiens... Même ce personnage-là est beaucoup plus creusé que ce que je pensais jusque-là. Parce que jusque-là, pour moi, Dumbledore, c'était Gandalf, c'était Obi-Wan, c'était... tu vois, vraiment, on était dans le stéréotype pur et dur, quoi. Et en fait, finalement, c'est là aussi qu'il gagne en profondeur. Et je trouve qu'en fait, même ce livre-là amène de la profondeur dans beaucoup de personnages. Ron qui sort avec Lavande et toutes les interactions que ça peut créer à l'intérieur du trio. Ils deviennent... ils vivent, en fait. Ils commencent à vivre et tous les personnages commencent à avoir une histoire. Ils sont un peu plus adultes, quoi. Et t'as tout le fil rouge de l'armoire à disparaître. Oui. Et puis quelque chose d'assez poétique en plus. Après, dans les livres, je me souviens plus comment c'est exploité du coup, mais c'est vrai que dans les films, la symbolique de la pomme, le petit oiseau, il y a quelque chose qui est très léger sur une déferlante qui arrive derrière. Et on a Ginny qui... enfin fait ses preuves en tant que sorcière et qui est repérée par Slughorn. C'est ça. Tu vois que c'est une très bonne sorcière et puis elle rentre dans l'équipe de Quidditch en tant que poursuiveuse. On voit qu'il a Slughorn, effectivement. Elle change de poste, elle devient poursuiveuse. Dans le 5, elle était attrapeuse. Elle était attrapeuse parce qu'Harry était interdit de Quidditch. D'ailleurs, elle a piqué le vif d'or. Dans le 5, elle a piqué le vif d'or sous le nez de Cho Chang. J'adore cette petite anecdote.
Tiens. Moi j'adore Ginny, elle est vraiment top. Mais je trouve que les films lui rendent tellement pas Non, hommage. L'actrice, elle est complètement effacée dans c'est les films. nul. Et même je crois que c'est sur la couverture du tome 5, la couverture DVD du film 5, c'est même pas l'actrice qui joue Ginny qui est dessus. Ouais, c'est assez terrible. Attendez, bougez pas, continuez à débattre de ça. J'arrive, je dois le voir. Mais non, oui, pour parler de Ginny, je trouve qu'il y a eu avant que le set sorte, il y avait beaucoup de fans qui voulaient que Harry finisse avec Hermione. Et J.K. Rowling a dit non, c'est pas possible parce que Harry, il lui faut quelqu'un de plus caractériel. Et c'est vrai que Ginny, elle a vécu avec 6 frères et sœurs. Et donc on voit cette part d'elle qui commence à apparaître déjà dans le 4, puis après dans le 5 et dans le 6, où elle a vraiment un sacré caractère, elle se laisse pas faire, c'est une dominante. Et j'aime beaucoup ce personnage. Oui, elle est très douée en magie aussi. Ouais, et effectivement, ça ressort pas particulièrement dans les films. Qu'elle a un atout, c'est pas juste la 5e roue du carrosse, c'est vraiment un atout aussi. Dans les films, ce qu'on montre bien par contre, c'est qu'elle sort avec pas mal de mecs. Oui, voilà, c'est ça. Qu'elle est très belle, hein. Même ils le disent là dans le 6 quand ils sont dans le train au départ, là, que Slughorn commence à faire son petit club de slug. Il prend Ginny parce qu'elle a fait un magnifique sortilège, et après on entend Pansy Parkinson qui dit mais elle est très belle Ginny, même toi Zabini Blaise qui lui est très beau, et même toi tu la trouves jolie quoi. Tu fais un sortilège de Chauve-Furie, je crois. Chauve-Furie, c'est ça. Se faire remarquer par Slughorn. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un moment où c'est la couronne prend le Félix Félicis aussi. Ouais, enfin, elle le prend pas, mais oui. Ouais. Il le prend pas ? Non, il fait croire. Il fait croire. Il fait croire qu'il lui donne. C'est Harry qui finit par le prendre. C'est ça. Tu m'étonnes, de toute façon, Harry avoir finit par justement le souvenir de Slughorn. Il en prend une partie pour avoir le souvenir de Slughorn, et il donne le reste à Ron, Hermione et Ginny justement à la fin, avant de partir. C'est ça, avant de partir, il sait que les mangements risquent de venir, il se doute que Malfoy fait quelque chose de pas cool, et du coup il lui donne en disant moi je pars avec Dumbledore, si jamais il y a quelque ça chose, part en cacahuète, et ils le prennent, et à la fin, donc ça dans le film on le voit pas, mais il y a une grosse bataille dans Poudlard à la fin du 6 avec Fenrir Greyback qui arrive, qui du coup défonce ouais, il y a tous les mange-morts. C'est vrai qu'en même temps, dans le film, il y a tout le monde qui vient en soutien pour regarder Drago tuer Dumbledore, et ça reste très calme. Alors qu'on a une armée de mange-morts dans Poudlard, effectivement. Alors que dans le livre, ça c'est plus logique, ça finit par partir en sucette. Il faut le tenir, le loup-garou. Donc. C'est ça. Il y a une vraie baston, et puis Rogue s'enfuit, et tout le monde sait que Rogue est un traître, mais il revient en tant que directeur de Poudlard l'année d'après. Quoi. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, je crois qu'il saute par la fenêtre de la tour d'astronomie pour s'enfuir, et dans le bouquin il y a marqué, il y a la silhouette de Rogue incrustée dans le verre, et quand je l'avais imaginé c'était vraiment... C'est dans le 7 ça. C'est dans le 7 C'est à la fin quand Harry revient, et il se bat, Harry et le professeur McGonagall se battent contre Rogue, mais bon il évite les sortilèges, il se bat pas vraiment, et il s'enfuit par la fenêtre, et après il y a Flitwick et Chourave qui arrivent, et ça dit en gros Flitwick et Chourave arrivent, Minerva est en train de hurler sur le professeur Rogue, et on voit encore sa silhouette sur le vitrail. D'ailleurs par rapport à ce combat, quand Minerva attaque Rogue, on peut voir en fait que Rogue rebalance sur les carreaux. Sur les carreaux. Ah oui. Ouais. Les deux les frères Carreau, les carreaux du vitrail, Alico et Amicus. Mais et après donc dans le tome 6 il y a ça, et donc il y a Drago qui tue Dumbledore. Tu parlais qu'il y avait une certaine poésie dans ce tome. Je trouve que le dernier chapitre, ou en tout cas le chapitre de l'enterrement, qui s'appelle La tombe blanche, où tout le monde lève sa baguette là pour faire là aussi je trouve qu'il y a une poésie qui est assez incroyable. Puis, le dernier hommage, dans le livre, tout le monde vient pour rendre un dernier hommage. Là, on le voit pas Dumbledore va être enterré à Poudlard. Et puis on voit Seamus Finnegan qui se prend la tête avec sa mère parce que tous les parents veulent enlever les élèves. Et Seamus dit non, mais moi je reste là. Pour l'enterrement de Dumbledore. Et il y a Dolores Umbridge à son enterrement. Salaud. Et les êtres de l'eau qui viennent rendre un dernier hommage. Oui, qui viennent chanter. Les centaures aussi. Il y a beaucoup plus de monde qui se déplace, effectivement. Ouais. Il avait la cote en fait. Ça m'avait marqué. En même temps, il a été là pendant un moment, et c'était quand même un sorcier incroyable, et surtout d'une grande bonté. Il a fait beaucoup de choses pour les créatures magiques, les créatures aquatiques, il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Il avait la bague. Il avait plus la bague. Il avait plus la bague. Mais non, il avait la main toute noire. Il a détruit la bague. Il l'a détruite. Elle avait été pendant détruite. les vacances, en gros. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Oui, il l'a détruite. Et il avoue qu'il l'a mise. Il a été la voir, il l'a trouvée. Et il l'a mise, et il le dit à Harry, il dit je l'ai mise parce que j'ai été faible, et il voulait revoir sa sœur. Ouais.
C'est pour ça qu'il a été faible, il a remis la bague. Et dans le 7, à la fin, il dit à Harry, il lui dit, tu vois, t'es plus fort que moi parce que toi, tu l'as eu. T'as réussi à résister à la tentation. Tu l'as laissé dans la forêt, tu veux pas la récupérer. Moi, je l'ai mise, et c'est ce qui m'a pourri la main. Je savais qu'il fallait pas la mettre. Et Rogue lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que je suis humain. C'est ça. Oui. Il est bien Dumbledore dans ce tome-là. Il est sympa avec Harry. Il reprend un peu son côté un peu paternaliste qui lui va pas si mal. Et Harry a besoin de ça. Du cygne, quoi. Il sait qu'il va mourir à la fin. Ouais. Mais c'est bien. Ouais, moi, c'est vraiment un tome que j'apprécie. Effectivement, il y a le livre avec les sortilèges aussi qu'il apprend. Il manque de tuer Drago Malfoy à un moment. Avec le Sectum Sempra. Et d'ailleurs, fort raccord là-dessus. Parce que dans le 2, au moment du duel avec Drago, justement, il lance un Sectum. Ah ouais? Ouais, Rictus Sempra. Rictus Sempra. Oui. C'est Sectum Sempra. Peut-être c'est pas le même. C'est pas le même sort. C'est Rictus Sempra, en gros, ça te fait rire. Enfin, dans le 2, c'est que ça te fait rire à fond. Et Sectum Sempra, ça te fait des grosses lacérations. J'avais fait un blocage là-dessus. Il fallait que je les revoie justement pour être sûr. Tu vois, j'étais pas sûr. Non, dans les toilettes des filles. C'est ça. Là où. La scène est violente. L'entrée de la chambre des secrets. Parce qu'il le suit, parce que Harry il sent que Malfoy fait un truc pas cool, et Ron et Hermione lui disent mais arrête, tu psychotes, et Harry il sait, et il a raison. Comment ça se passe là quand tous les mange-morts arrivent dans Poudlard, il y a des membres de l'ordre du Phénix qui sont là. Il y a au moins Bill qui se bat avec Greyback à ce moment-là. Il y a Bill, il y a Lupin, il y a Kingsley. Il y a Kingsley, je sais plus. Mais je sais qu'il y a ces membres-là de l'ordre. Je sais plus comment ils sont appelés, mais je sais qu'en gros, ils arrivent par la salle sur demande, qui est pas indiquée sur la carte du maraudeur, la salle sur demande. Ils arrivent par l'armoire à disparaître. Ils arrivent par ils arrivent par le souterrain d'Abelfort. Non, ils arrivent par l'armoire à disparaître dans la salle sur demande. C'est pour ça que Malfoy, Malfoy, il a compris l'histoire de l'armoire à disparaître, parce que dans le 5, lors de la brigade inquisitoriale, Montag peut enlever des points, et Montag veut enlever des points à Fred et George, sauf qu'il l'attrape et il le fout dans une armoire à disparaître. Et Hermione lui dit non mais attends, ça peut être dangereux tout ça, et Montag il réapparaît quelques temps plus tôt dans les chiottes de je sais pas où, il est à l'infirmerie pendant super longtemps, et après il explique à Malfoy qu'il entendait un peu Poudlard et un peu chez Barge Weber, qui est Malfoy, il comprend que du coup il doit y avoir un pont entre les deux, et il essaye de réparer l'armoire à disparaître, et c'est par là qu'il fait rentrer les mange-morts. Oui, mais les membres de l'ordre. Les membres de l'ordre, je sais pas. Je crois qu'ils arrivent par le truc de la tête de sanglier. Non, parce que le souterrain qui fait de la tête de sanglier, il est créé après. C'est quand Neville, dans le 7, se réfugie dans la salle sur demande, il dit qu'il a faim, et ça crée un passage secret jusqu'à chez Abelfort, la tête de sanglier. Very good. Très bien. Super. Oui, ok. On va l'envoyer à question pour un champion spécial Harry Potter, c'est ça. Mais ok, parfait. D'autres choses qui vous ont marqué dans ce tome 6? La scène de... Zut, ça y est, j'ai mangé son nom. Quand ils reviennent de boire des bières au beurre et avec le collier. Katie Bell avec le collier. Ouais, cette scène, elle est d'une pure violence aussi. Elle est horrifique. Oui, il y a la scène de Ron aussi. La scène où Ron boit l'hydromel empoisonné et qui se fait sauver par Harry, qui lui met un baisoir dans la bouche. Après, qu'ils sont pas épargnés quand même. Ah non, mais celui-là, pour moi, c'est vraiment le plus glauque de tous. Il m'avait surtout qu'encore une fois, là, c'est une malintention qui vient d'un enfant en plus. C'est Malfoy qui fait ça, quoi. Et il le fait sans peut-être mesurer tout ce qu'il fait aussi. Au final, il est horrifié. Il est désespéré, quoi. Il est complètement désespéré et il sait qu'il n'arrivera pas à tuer Dumbledore. En fait, c'est vraiment... D'ailleurs, il le dit, Dumbledore. Il lui dit, il fait, si t'avais vraiment voulu... Je sens bien que t'as pas essayé vraiment de me buter. Hein. C'est vrai. En fait, c'est vraiment une année où il y a beaucoup de choses qui échappent à beaucoup de gens. Parce que c'est pareil, il y a Harry avec son Rictus Sempra, je sais plus ce qu'elle sait. Maintenant, Sectum Sempra, il sait pas ce qu'il va lancer. Et quand il le lance, il comprend l'horreur de ce qu'il a fait. Il le voit griffonner sur un bout de page. Ça doit être puissant, mais il imagine pas une seconde. Il envoie 3 en fait. Il y a la Surdiato. Qu'ils utilisent, en gros, tu balances la Surdiato et ceux qui sont à côté peuvent pas t'entendre. Et Hermione refuse de parler à Harry tant qu'ils font ça, parce qu'elle valide pas ce bouquin. Il y a aussi le Lévicorpus que Harry lance à Ron sans faire exprès dans son lit, ça réveille Ron, il est pendu par un pied. Et le dernier, du coup, Sectum Sempra, qui voulait essayer sur... il disait qu'il voulait l'essayer sur
Merde, j'ai bouffé son nom là. Cormac McLagan, oui, parce qu'il l'a insupporté, oui. et on se dit heureusement qu'il lui lance pas sur lui, et comme ça, juste parce qu'il l'énerve un petit peu. Il y a pas un truc avec McLagan, il sort pas avec Hermione à un moment? Bah, Non. il essaye, il aimerait. Il mais- essaye et ça rend Ron complètement dingue. Mais c'est dans le film, ça. Je crois que dans le livre, je suis même pas sûr que c'est l'histoire. Ah, il se court pas trop après. Je m'en J'ai rappelle un plus. doute. Ah, il y a un Ouais, truc, dans le si, film, il y a un c'est truc, il me magique, semble. quoi. Mais dans le film c'est avec les magique, boules mais- du dragon, ouais. Je reprendrai bien un peu. Mais par contre, dans le livre, il est tout aussi puant que dans Il le est film. insupportable. Ah oui. Ouais, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages aussi détestables au final, quand même, à ce point, sur une apparition aussi courte. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est court, mais c'est intense. Ouais, Ah bah il vient pas pour rien, le gars. Ça, c'est sûr. Mais non, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le 6 qui est bien poignant C'est déjà pas mal. Mais... Ouais, Ouais, c'est on a déjà déjà pas fait un mal. gros C'est tour, déjà hein. pas mal. bah, Et on puis a la mort de Aragog, quoi. Mais bon, Ouais, la mort de Aragog, quoi. Ouais, avec le super mot. il pince. C'est tellement gênant, quoi. C'est quoi l'histoire? J'ai oublié ça. Attends, c'est Hagrid qui les invite? En fait, non, Non. c'est Harry qui Ils prend le Félix descendent. Felicis. C'est ça. Il se fait griller par... Il chope Par le Slughorn. professeur Slughorn qui va au cerf pour aller piquer des trucs et ils descendent ensemble du coup. Et il dit je vais me promener prendre l'air et du coup il l'accompagne parce qu'il peut pas se promener tout seul, c'est D'accord. interdit. Et Et il se retrouve face à Hagrid et Il sa sentait grosse qu'il devait araignée. absolument aller voir Hagrid Ouais, grâce au d'accord. Félix Felicis. En gros, dans le livre, Hermione lui dit il retourne voir Dumbledore, il lui dit qu'il a pas réussi à avoir le souvenir. Dumbledore lui met un peu la pression en lui disant écoute, on a vraiment besoin de Oui, on celui-là. est bloqué sinon. Et quelques temps après, il repart, il descend, et puis, je sais plus, il discute avec le trio discute, puis il dit mais j'aurais besoin de chance. Puis il a dit oui. Et il se boit une petite gorgée de Félix Felicis, puis Hermione elle lui dit va voir Slughorn. Il dit non, je vais aller voir Hagrid. Je pense que je vais aller voir Hagrid. Enfin, Félix le sait. Puis il descend et on voit et Slughorn pique pas en fait dans le livre. Slughorn il est avec le professeur Shurave et il lui donne des trucs. Ouais, parce que dans Dans le livre, il Dans est le un peu, film- dans le film, il il est un est peu à la pique. sauvette, Ouais, hein, le c'est nez ça. dans la serre. Ouais, Mais ouais. dans le livre, non, c'est pas ça. Il lui donne, et après, je sais plus exactement comment ça se déroule, mais en gros, il lui dit que Hagrid a sa pote Aragog, une acromantule géante qui est morte. Et là, Slughorn, il lui dit quasiment sans détour, quoi. Du venin d'acromantule. Du venin C'est ça, il va aller d'acromantule. chercher du venin. c'est vrai, Et du je coup, me il va rappelle. se changer. C'est bon. Il va se changer, il prend une ou deux bouteilles, il descend de chez Hagrid, et puis après, il se bourre la gueule. Et, Et et puis là, il récupère le souvenir. Et là, il y a une magnifique scène aussi où il explique où Slughorn explique que Lily, Ouais, lui la avait- belle magie. Ah lui avait oui. fait une belle Oui. magie. C'était Avec une pétale. elle lui avait offert une espèce de petit saladier avec de l'eau, avec un pétale de rose posé dessus. Et que quand il a regardé le pétale de rose est tombé au fond du bocal et s'est transformé en un petit poisson qu'il a appelé Francis. Du coup, moi, ça fait 5 ans que j'ai des petits poissons rouges. Et il y a Il s'appelle Francis Francis. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que cette scène est super belle. Ouais, Mais c'est- par contre, il c'est y a de la aussi- belle magie, c'est chouette. Il explique aussi que le jour où il a vu le bocal vide, il a su qu'il C'est lui ça. qu'il était arrivé quelque chose à Lily. Ouais. Voilà. Ok, Et j'avais oublié tout ça. Il obtient le souvenir Mm. tant attendu. Et là, il va voir direct Ne me Dumbledore. jugez pas. Ouais. Ne me jugez pas trop, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Il était déjà terrible à son âge. Ok. Il y a aussi un gros passage à l'orphelinat. Oui, Ah, Alors, bah, dans ouais. les souvenirs de Mais Dumbledore. De toute façon, tous les souvenirs Ils sont forts, je trouve, d'une grosse qualité. C'est les meilleurs moments. C'est Enfin, ça. C'est sûr et Et dans certain. le film, voilà, on voit pas trop les souvenirs. Par contre, les souvenirs qu'il y a. Enfin, je sais que le souvenir dans l'orphelinat, il est un peu longué à lire, mais il est important, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est là que tu te rends compte qu'il a vraiment été enfant, Voldemort. Et ouais. Il était enfant et que déjà enfant, il était un peu dérangé. Il était Après, complètement on dérangé. parlait des souvenirs et de son père. Son père, c'était un sacré connard aussi. Hein. Ouais. Ah oui. Parce que dans le village, donc ils avaient une espèce de petit manoir, c'était les châtelains du coin, qui étaient pas du tout aimés, les parents, et les enfants encore pire, ils étaient pédants et prétentieux. Ouais, c'était des gros Donc cons. son père était un gros connard, sa mère, elle était plutôt introvertie, mais son Bah, elle grand-père était et son complètement oncle, dérangée. ils Ils vivaient étaient que pour complètement le sang fous. pur, que pour... Ouais. ils vivaient dans la misère, et juste, ils étaient contents d'avoir du sang pur. Oui, mais c'est pour ça que, en fait, quand tu comprends tout ça, tu comprends comment Voldemort il en est arrivé là, quelque part. Hein, sans vouloir excuser encore une fois, mais... Oui, il y a toujours une. Mais tu vois, c'est là que tu comprends que enfin, tu sors encore une fois de ce méchant qui est juste méchant. Et tu sais, c'est un peu les méchants, un peu à la DC, où ils essayent de leur donner une backstory qui arrive à justifier leurs actes. Et je trouve que là-dedans, c'est plutôt réussi, quoi. C'est un exercice qu'elle a réussi, J.K. Rowling. C'est vrai, qui était un peu précurseur dans ce domaine-là, quand même. Et donc, après la mort de Voldemort, la mort de Dumbledore, pardon, il y a son enterrement. Et donc, arrive assez vite la fin du livre, le dernier été chez les Dursley.
Et donc... D'ailleurs, dans le 6, en parlant du dernier été, dans le 6, c'est Dumbledore lui-même qui vient chercher Harry chez les Dursley. Oui, c'est vrai. Et qui les remet un petit peu à leur place pour toutes ces années de misère. De maltraitance. Alors, à sa manière, très gentiment, mais il les remet un peu à leur place en leur expliquant que le pauvre Dudley, ce qu'il avait vécu est totalement horrible. Et Pétunia et Vernon ne comprennent pas. Il leur sert une tasse de champagne ou je sais plus quel vin. Il l'ensorcelle par magie et les Dursley veulent pas y toucher. La coupe leur tape la tête de manière de plus en plus frénétique. Voilà, c'est assez sympa le moment où il va les chercher lui-même chez les Dursley. C'est dommage que ça n'ait pas été retranscrit dans les films parce que je trouve que c'est un peu le petit coup de Dumbledore, genre je voulais laisser, la protection était magique, j'avais pas le choix, il fallait qu'il aille chez vous. Vous étiez des enfoirés, maintenant moi je viens de récupérer et je vous dis ce que j'en pense. Cette histoire-là, ça fait la jonction avec le 7, mais cette histoire de protection magique, elle n'est pas du tout expliquée non plus dans le film. Le fait que la maison a été protégée par des sœurs, etc., ce qui nécessite un déplacement d'Harry Potter. Une fois tous les ans. Il n'y a rien qui est expliqué dans les films. On ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, il décide d'aller le mettre ailleurs et d'aller le cacher, en fait. Et puis que Harry recrée cette protection magique entre les deux moments de bataille à Poudlard, dans le 7 à la fin. Quand il va dans la forêt lui-même, affronter la mort, il recrée le sortilège de protection sur tout le monde, en fait. Ce qu'a fait sa mère sur lui, il va affronter la mort, il va mourir, lui, pour que les autres restent vivants. Et du coup, ça protège tous les autres. Et ça même Voldemort l'a pas compris, quoi. Oui, ça, de toute façon, il ne comprend pas grand-chose à l'amour. Il a un peu du mal à comprendre tout ce qui est gentil. Tout ce qui est bienfaisant. Dans ses personnages préférés. Moi, j'ai mis Rogue, j'ai pas mis Voldemort. Moi, j'aimais Voldemort pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il représente, parce que c'est un vrai bon méchant. C'est une vraie ombre. Et encore une fois, comme je disais, il a été expliqué. On comprend pourquoi il en est là, comment il en est arrivé là. Je veux dire, c'est un sorcier incroyable qui a quand même l'interprétation qu'il y a dans les films qui le rend encore plus grandiloquent. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas rendre justice à ce personnage. Quand on regarde au détail, il tue pas tant de personnes que ça. En plus, lui, dans l'effectif. Il est pour la grandeur, il n'est pas pour le. Il n'est pas dans le geste. En parlant de grandiloquent, j'avais vu une petite BD de 2-3 petites pages là sur internet où il y avait Thanos, Dark Vador et Voldemort qui parlaient. Et Thanos disait je suis le plus grand des méchants. Voldemort disait non c'est moi. Et Dark Vador lui disait mec, t'as même pas réussi à prendre une école avec un gamin de 17 ans. Et Voldemort leur répondant en disant oui non mais vous vous rendez pas compte de ce que peut travail que ça représente, de ce que peut faire la protection d'une mère sur ses enfants. Mais moi je trouve que pour moi Voldemort et Dumbledore ont tous les deux leur place dans mon top des personnages parce qu'ils représentent en fait la magie à son plus haut niveau des deux côtés et avec en plus de ça une vraie humanité qui est dépeinte chez les deux. Moi j'aime bien les personnages gris. Les personnages blancs ou noirs, ça m'intéresse pas vraiment. Harry Potter m'intéresse pas vraiment. Dumbledore m'intéresse vachement, on va en parler parce qu'on va parler du 7. Mais je trouve que c'est là vraiment qui devient vraiment intéressant aussi. Je trouve que Harry Potter, il est complètement gris. Moi je trouve qu'il est nul quoi. Moi je trouve qu'il est insupportable. Moi je trouve qu'il est insupportable. Dans les films il est insupportable, mais dans les bouquins il a un côté humain quoi. Il a ce côté humain où il gère pas tout. En plus, c'est un gamin. Moi, je trouve qu'il a un côté. Il a tout à gérer à lui tout seul. Il a jamais rien demandé. Moi, je trouve comment tu veux qu'il fasse d'autre ? C'est un gamin. Il est pas du tout dans le monde des sorciers. Là, il est catapulté dans le monde des sorciers. C'est une superstar. Tout le monde le connaît. Il est maltraité pendant 11 ans. C'est ça. Il y a le plus grand mage de tous les temps qui veut lui mettre la misère. Je comprends que ce soit compliqué à gérer, mais malgré tout, il arrive quand même à gérer. Il arrive à comprendre que Malfoy essaie de lui mettre à l'envers dans le 6. Dans le 7, il arrive à comprendre tout le raisonnement de Dumbledore pour très les gentil avec ses copains. Ah ça c'est vrai. Ouais, c'est pas un bon ceci ami. Explique cela quoi. Ça je trouve que tu vois autant Voldemort mais il est gentil avec ses copains. Tu trouves qu'il est médian. Après il faut pas trop merder. Faut pas trop merder mais voilà. Ceci dit, Dumbledore est pas très gentil avec ses copains, en tout cas pas très gentil avec Harry finalement. Non, mais avec Dumbledore n'est pas très gentil. Non, on n'est pas très gentil. Mais c'est justement, je trouve, tout l'intérêt que ça fait. C'est ce que dit son frère à Belfort là dans le 7. Il lui dit que les amis de Dumbledore en général ils finissent pas très bien. Ouais. Ils finissent pas. Il œuvre, c'est con à dire, mais même jusqu'à la fin, Dumbledore œuvre pour le plus grand bien. C'est ça, il œuvre pour l'intérêt, quels que soient les sacrifices. Pour le plus grand bien. Mais oui. Mais au final, est-ce qu'il a pas raison ? Est-ce que le plus grand bien de tout le monde doit être privilégié par rapport au petit confort de certains ? Qu'est-ce qui prévaut ? Ça, c'est la grosse question. Mais c'est justement toute la question qui est exploitée dans le tome 7 dont on va parler maintenant, puisque la transition semble toute faite. Tome 7 qui attaque, si mes souvenirs sont bons, par la profanation de la tombe de... Non, pas du tout. Non, ça c'est dans le 8. Non ? Si ?
Oula, j'ai un... Dans la deuxième partie du film, dans le deuxième film peut-être, qui attaque par la profanation de la tombe de Dumbledore. Mais non, j'attaque trop vite, ouais. T'as raison, parce que ça attaque par justement Maugré, enfin tout le monde qui vont chercher Harry. Ah oui, ça c'est le transfert, ça commence par le transfert. Bah oui, à son anniversaire. Ouais. Toute la clique. Ça commence dans la maison des Malfoy. Des Dursley, non? Non, dans la maison des Malfoy, avec la réunion de Mange-Morts. Et qu'il y a l'autre qui flotte au-dessus, là. Et une personne du ministère, je crois. C'est la prof d'études des Moldus. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Il la torture un petit peu. Léger. Pas très longtemps. Non. En même temps, on ne sait pas depuis combien de temps il est. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. Mais bon, le serpent avait faim. C'est ça. Ouais, et du coup, après, Harry est transféré, donc, et là, on a la première. On a lu quoi, 10 pages? Allez, 15 pages, on a déjà la première mort. Oui, on a la mort de Edwige. Edwige, c'est vrai. Edwige dont on n'a pas parlé du tout depuis. fait 2h30 qu'on parle d'Harry Potter, on n'a pas mentionné Edwige une seule fois. Alors qu'on a parlé de pâte en rond, coco-ségré, tout ce que vous voulez. Elle est tellement évidente. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais la mort d'Edwige, personnage qui en était un sans qu'on s'en rende compte en fait. C'est ça. C'était assez... on le voit quand il meurt, Harry il se rend compte que c'était son seul lien entre le monde moldu et le monde magique, qu'elle a toujours été là et que maintenant elle n'est plus là quoi. Offerte par Hagrid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est ton cadeau d'anniversaire. Sa mort est tellement rapide et tu t'attends pas à ça en fait. Mais en fait, c'est là que tu comprends que ça va être comme ça pendant tout le dénouement va être comme ça. Folloy, c'est pareil. Folloy, il y passe à une vitesse phénoménale. Dans le livre, c'est c'est pour ça qu'ils s'aperçoivent que c'est le vrai Harry, non? C'est pas parce que Edwige le défend? Si, c'est ça. Il est trahi par Edwige. Alors que dans le livre, c'est parce que Harry fait un Expelliarmus. Oui. Et c'est comme ça qu'il s'aperçoit. Parce que c'est trop gentil. Oui, c'est trop gentil. C'est qu'en fait, il désarme parce que c'est Stan Rocade qui est sur le balai. Il veut pas tuer Stan Rocade parce qu'il est sûr que Stan Rocade est sous l'Imperium. Il se dit que s'il le stupéfixe à cette hauteur-là, il va mourir. Donc il le désarme. Il a dit c'est lui le vrai. C'est un sort de gamin, donc il s'est fait. Oui. Et donc là, on a. Est-ce qu'on n'a pas le mariage? Si. Bah si. Aussi. C'est ça. Hein. Aussi, ouais. On va au mariage là. C'est là que ça merde. Hein. C'est là qu'ils sont tous séparés en fait. Mais c'est là surtout qu'on apprend l'existence des reliques de la mort. Oui, pour la première fois. Parce que justement, Scrimgeour vient les voir pour leur donner l'héritage de Dumbledore. Non, mais il y a Xenophilius. Non, mais en fait, Scrimgeour vient, il leur donne l'héritage de Dumbledore. Oui, autant pour moi. Mais ça, on ne le sait pas tout de suite. Et dessus, sur le livre des runes, il y a le sigle des reliques de la mort. Et après, pendant le mariage, il y a Xenophilius Lovegood qui le porte autour du cou et Chrome qui pète les plombs du coup. Mais c'est là qu'il a le Déluminateur. Merci, j'arrive jamais à dire. Les contes de Biddle-le-Bard et le Vif d'Or. Et le Vif d'Or. Et l'épée de Godric Gryffondor. Qui, normalement... ne lui appartient pas tant que ça, si on écoute les gobelins. Ça lui appartient pas, mais... puis même, il a pas lu les liés. Dumbledore le sait, mais c'est pour le mettre sur une piste, quoi. Ouais, oui, effectivement. Elle n'absorbe que ce qui la renforce. Et c'est pour ça que c'est un de mes préférés aussi, c'est que t'as tout le passage avec les contes des trois frères. Ça c'est génial, par contre. Dans les films, c'est tellement bien retranscrit d'ailleurs. C'est beau, ça a été réalisé à merveille. J'ai adoré ce passage. Non mais moi le 7, je pense que c'est mon tome préféré, quoi. C'est là que tout explose, tout le dénouement. Il est génial, mais en même temps, je me rappelle quand je le lisais, j'ai lu super vite, et puis aux 3/4, je voulais plus le lire, quoi. Oui, parce que là, tu arrives vers un truc, tu te dis juste... Et puis là, tu savais que ça serait la fin du truc. C'est ça. Oui, tu sais qu'il n'y a plus rien après. T'as trop envie de le lire, de finir, de comprendre, mais en même temps, non, après, il n'y en a plus, quoi. Oui, c'est vrai qu'on avait c'était un peu ça chez nous aussi, à dire une fois que c'est fini, quoi. Bon, après, il y a eu L'Enfant Maudit. Je l'ai pas lu. Et ça, j'ai pas... Moi, je l'ai lu. Moi aussi, C'était pas fou. Moi, je me suis dit... Moi, j'ai peur de... C'était pas fou. Trop déçu. Ah, moi, j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Moi, je m'étais dit que je l'achèterais pas. Je suis allé à la Fnac. Je l'ai ouvert. J'ai vu un passage Hermione. Ta cicatrice te fait encore mal, Harry. Je l'ai refermé, je l'ai acheté. Ça s'est littéralement passé comme ça et je l'ai lu dans le week-end. Par contre, ça se lit super vite, quoi, comme c'est une pièce de théâtre. Donc ça se lit super vite. D'autres choses qui vous ont marqué avant qu'on parle de la bataille finale et de tout ça, d'autres choses qui vous ont marqué dans le set? Toute cette errance, cette quête, quoi. Il y a vraiment beaucoup à dire. Et puis créature. Il y a Harry qui a bien cerné créature, qui a bien compris grâce à Hermione à avoir un peu d'empathie, et Sirius est mort en partie parce qu'il a pas été respectueux avec créature,
Et, ça, même si c'est dur à entendre pour Harry, c'est vrai. Et du coup, il réussit à mettre créature dans sa poche. Ouais. Et ça, c'est quand même un grand pas. La mort de Dobby aussi. La mort de Dobby. Dobby qui, jusqu'au bout, quoi. Il vient les chercher quand il n'y a plus d'espoir. Il est dans le cachot des Malfoy et il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et c'est Dobby qui vient les chercher, quoi. La fuite à dos de dragon de Gringotts, c'est qui s'oublie très vite, mais qui est incroyable. Un petit passage aussi, quand même, qui passe très vite, mais qui est important. Le passage de Oubliette aux parents d'Hermione. Oui. Dans les celui-là, films. il pique. Celui-là, il pique. Oui, là, c'est le sacrifice un peu ultime. Là, pour le coup, c'est pour dur. les protéger, elle descend boire le thé, pouf, Oubliette. La plupart des gens, ils existent pour qu'on ne les oublie photos, jamais. Sur toutes les photos, elle s'efface. C'est terrible. Et la musique et tout, puis elle sort avec son petit sac. Là, ça te met d'entrée dans le jeu, dans le game, quoi. Ce passage, il m'a... Oui, il avait un peu scotché. C'est vrai qu'il est très court, mais il en dit long. Il donne le ton du film, quoi. Des films. Ça va être compliqué. Il n'y a plus rien à perdre, il y a tout à perdre. Ça va être la merde. Et puis Ron aussi, le départ de Ron. Alors dans le livre, il est bien illustré. Quand il revient, il explique qu'à partir du moment où il a voulu partir, il a voulu revenir. Et je sais plus. C'est pas expliqué je crois, dans le film, mais c'est grâce au déliminateur qu'il a pu revenir. Le déliminateur. J'entendais ta voix. Je pense que c'est expliqué dans les films parce que ça met encore frais. Une petite boule au carré du cœur, puis après Harry lui explique refais-lui le petit coup de la boule près de ton cœur. Non, puis il y a aussi Neville qui organise toute la résistance. Il y a le travail en fond. C'est chouette. Neville, Jimmy et Luna. Qui prend enfin sa place de leader, quoi. Et il est dingue, il est incroyable. Et qui est un super leader, tout le monde est derrière lui, qui a apprivoisé la salle sur demande, qui a créé le passage secret jusqu'à Belfort. C'est grâce à lui qu'après tout le monde peut arriver dans la chambre, dans la salle sur demande, l'ordre et tous les membres, tous ceux qui veulent se battre contre les forces du mal. Il est top, là, Neville, là-dedans. Puis même à la fin, enfin... il y a tout ça. Moi, vraiment, c'est l'histoire de... Quand on apprend toute l'histoire de Dumbledore aussi, tu sais, quand il y a ça s'appelle comment, une biographie posthume qui sort, où on apprend beaucoup sur lui, sur sa relation. Skeeter, d'ailleurs. Sur sa sœur, oui. Oui, sur les propos de son copain voyageur, là. Et on apprend sa connivence avec Grindelwald, son côté pour le plus grand bien, où on apprend plus tard avec Belfort l'histoire de... Adriana ? Non, pas du tout. Ariana. Tout ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu te plonges vraiment dans l'univers d'un personnage qui a déjà disparu, dont tu pensais avoir fait le tour et qui, en fait, revient à travers ce truc-là. Et en fait, c'est pour ça aussi, je pense que elle est plus facilement acceptable, la mort de Dumbledore, parce que j'ai l'impression qu'il est toujours présent en fait dans le 7e. Oui, il est jamais vraiment parti. De toute façon, il est incarné dans tellement de choses au final, dans tout ce qu'il laisse derrière lui. Il revient après en plus. Quand Harry meurt, quoi. C'est lui qui il doit bien avoir un petit. Je sais plus, il a bien un tableau, non ? Il a un tableau, mais il a un tableau dans le bureau du directeur de Poudlard, donc tu peux pas. Il n'y a que Rogue qui peut parler avec lui. En parlant de Rogue aussi, quand Harry retrouve l'épée de Gryffondor, il est quand même mené jusqu'à l'épée par un patronus de biche. C'est Rogue qui la donne en fait. C'est ça. Tout simplement. Et il sait où ils sont grâce à un personnage qui n'est pas non plus dans les films, et ce qui est dommage, c'est Phineas Négulus. Phineas Black, qui est le directeur de Poudlard dans Hogwarts Legacy. Qui est absolument détestable. Qui est insupportable. C'est vrai qu'il est très particulier. C'est vraiment le seul directeur de Serpentard. C'est le directeur le moins aimé de toute l'histoire. C'est ça. Tout à fait. Mais il est génial et il entend que... Et oui, parce qu'ils sortent, à un moment, il l'a pris. Comment ça se passe ? Il l'a pris dans le Square Grimoire, Harry. Non, c'est Hermione qui l'a mis dans le sac. Qui a été le chercher, qui l'a mis dans son sac. Et puis après, je sais plus pourquoi, elle le ressortent quand ils sont tous les trois. Elle le ressortent, ils parlent un petit peu avec lui. Après, Ron se barre et ils avaient pris l'habitude de le ressortir de temps en temps pour discuter un peu. En le cachant pour pas qu'il voit. Voilà, en lui cachant les yeux. Et il a entendu qu'ils étaient dans la forêt de Dean. Il dit à Rogue, ça tu le vois dans les souvenirs à la fin, quand Hermione ouvre son sac, elle dit on est dans la forêt de Dean ou je sais pas quoi. Et lui, il l'a entendu. Et c'est comme ça après que Rogue le rapporte, quoi. Rogue, du coup, qui vit son arc de rédemption. Clarine, tu vas en parler vu que tu l'as mis dans tes personnages préférés ? Moi j'aime beaucoup la révélation, effectivement. Pendant tout le long, on se doute bien qu'il y a un truc, et puis on comprend quand même qu'avec Lily, il y avait quelque chose. Moi, je me souviens à l'époque l'époque des livres, où on voyait toutes les petites fanfictions sur des petites vidéos à la con ou sur des skyblogs avec les petites fanfictions. Lily Rogue, nous on était là, on était comme des dingues. Et effectivement, je trouve que tous ces gestes de protection qu'il a fait,
et en même temps de la protection et de la détestation, parce qu'il a aussi une énorme frustration. Donc la complexité des personnages là-dessus est géniale. Le fait qu'il ait réussi à survivre aux deux côtés qu'il devait porter, parce que mine de rien, il fallait quand même qu'il mène encore sa barque du côté des mange-morts. Peut-être qu'il l'a fait encore un peu par conviction aussi, parce que mine de rien, il n'a jamais arrêté d'être un mange-mort dans le fond. Ce qui l'a fait changer d'avis, c'était son amour pour Lily. Ce qu'il voulait protéger, c'était plutôt Harry Potter et Lily à travers Harry qu'une certaine vision de la magie, j'imagine. Mais c'est ça qui fait qu'il est super intéressant. Et puis sa mort, elle est atroce. Je trouve franchement que c'est un peu violent, quoi. Il méritait pas ça. Il déguste. Il y a une théorie d'ailleurs là-dessus. Je trouve qu'il mérite pas ça, quoi. C'est quoi, s'allonger sur le plancher de la cabane hurlante. C'est Nagini qui le défonce. Il y a une théorie là-dessus qui dit, en fait, Voldemort l'a pas tué. Parce que pour tuer quelqu'un, il le faut, et que Voldemort voulait pas le tuer. Parce que ça reste quand même son bras droit. Il a pas tué grand monde, Voldemort, finalement. Non, mais je veux dire, tu vois, ça reste son bras droit. Il n'aurait pas eu le pouvoir de le tuer. C'est pour ça qu'il n'en avait pas suffisamment envie. C'est pour ça qu'il a envoyé Nagini. D'accord. C'est pas incohérent, parce que je pense qu'il y a une forme de respect entre les deux aussi. Puis Rogue, il est quand même incroyable. Enfin, c'est un super. Il a balancé la prophétie. C'est lui qui a. Il a joué un rôle. Il a joué le rôle qu'il a joué aussi, et même en composant. Après, on ne sait pas exactement dans le détail ce qu'il a fait en adéquation avec Dumbledore ou pas, mais il a quand même lâché des infos régulièrement, mine de rien. Donc, et du coup, oui, amoureux de la mère de Harry depuis le début. C'est trop beau. C'est ça qui est chouette, c'est que... oui, effectivement, je pense que t'as raison, il est toujours un petit peu mange-mort, mais l'amour qu'il porte à Lily, ça allait au-delà de tout, et le regret, en fait, c'est le regret de ne pas avoir pu la sauver. Et à la fin, là, quand il demande à Harry là, qu'il est sur son dernier souffle et qu'il lui demande de le regarder dans les yeux pour... T'as les yeux je trouve que c'est quand même un petit peu poignant. C'est complètement poignant. Elle est un peu réussie, celle-là, quand même. Je disais que la plupart des morts sont ratés, finalement. Celle-là est quand même... Celle-là est costaud. Est quand même réussie. Et puis quand tu vois tous les souvenirs de son enfance avec Lily. C'est vraiment... c'est l'innocence pure, quoi. C'est tout ce qui est parti avec Lily, en fait. C'est Bichette, quoi. T'as vraiment... Non, mais c'est vrai, c'est le sentiment que t'as après, quoi. Moi, je trouve très attachant pour ça. C'est le côté sentimental. J'avais vu une interview de Alan Rickman, justement, qui disait aux journalistes j'adore Harry Potter, je les ai lus, je les relirai, et que quand j'aurai 80 ans, je serai chez moi, sous mon parvent, sur mon rocking chair, en train de les relire, et on me dira encore après tout ce temps, je répondrai always. Mais oui, c'est sûr, quoi. Elle est trop, tu vois, cette phrase, je trouve elle est un peu tombée dans le... Attention à ce que tu vas dire. Elle est un peu tombée dans le kitschou, du coup, tu vois. Moi je trouve même pas. Elle a été tellement... mais elle est au-dessus du kitschou, en fait. C'est... Rien que le mot always, ça suffit à résumer tout Harry Potter, en fait. Tout le monde le sait bien, mais je trouve que c'est un peu too much, un peu surfait pour moi. Je pense que les tatoueurs n'en peuvent plus, d'ailleurs. Alors ça, les reliques de la mort, always, et les biches, ils doivent dire non merci. C'est pour ça que j'essaye de faire tout sauf ça. Mais en même temps, c'est ce qui représente pas mal aussi, quoi. Mais il y a tellement de choses qui représentent, quoi, tu vois. En vrai, il y en a tellement. C'est ça qui est ouf, quoi. T'aurais pu te faire le moine gras, là. Le gémiarde. Alors, c'est Mimi Gidard, ça doit être flippant. Carrément que j'ai le truc des toilettes. C'est la porte de la chambre de secret. Je fais oui, bien sûr. C'est vrai que sur mon bras, ça va être joli. Des lavabos, comme ça. Des lavabos. C'est vraiment pointu pour les fans, quoi. Ouais. Et après, du coup, il y a aussi la scène, je sais pas si vous vous souvenez, où Harry est à King's Cross, mais tout blanc. Alors moi ça, dans le livre, l'avorton de Voldemort. Dans le livre comme dans le film, ça me met mal à l'aise. Je comprends pas trop. Elle est terrible, celle-là. C'est qu'en fait, moi je m'en serais passée, en fait. Vraiment. Moi aussi. Mais tu peux pas, quoi. C'est trop surnaturel pour moi. Je sais pas qu'on est dans un monde magique, mais ça va trop loin pour moi. Il y a une théorie qui dirait que Dumbledore c'est la mort et que Rogue, Voldemort et Harry représentent chacun une des reliques de la mort. Un des frères Pévrel, c'est ça. Donc Rogue serait celui qui avait la bague dans le regret qu'il vit par rapport à Lily. Voldemort, bien sûr, la baguette de Suro dans son envie de grandeur. Et Harry, bien sûr, la cape d'invisibilité dont il hérite par rapport à ses origines. Et justement, ce moment-là serait le moment où Dumbledore en fait devient la mort et vient en fait un peu clore le débat. Ça se passe juste après la mort de Rogue, justement, et qu'en fait c'est le dernier Arzad de Voldemort qui est à l'intérieur de Harry. Et du coup, en fait, les trois sont
dans le couloir de la mort et Dumbledore viendrait pour ça. J'aime assez bien cette théorie. Ouais. Mais je suis d'accord que cette scène est un peu bizarre, mais elle est presque obligatoire dans le fil de l'histoire. C'est-à-dire que... ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Oui, mais il faut que Dumbledore vienne expliquer un peu ce qu'il a fait. C'est qu'Harry va à sa mort, il faut que ce soit Voldemort qui le tue, mais c'est pas lui qui tue, c'est l'Horcrux, c'est la partie de son âme qu'il y a dedans. Du coup, Harry va dans ce qui est, je pense, cette King Cross, le monde entre la vie et la mort, il voit le bout d'âme de Voldemort là sous le siège, agonisant, et Dumbledore lui explique que lui, son âme est pure, donc il est encore normal, mais qu'il peut ou rester là, ou prendre le train. Mais le chapitre est un peu longué, ouais, et puis c'est visuellement, enfin je sais pas, c'est un truc il y a un délire, après c'est nécessaire aussi, parce qu'effectivement on se doute bien qu'à un moment donné, il va falloir mettre une forme pour qu'il revienne et justifier tout ça, et puis aussi débriefer certaines choses qui se sont passées entre temps. Oui, il faut que Dumbledore ait l'occasion de venir expliquer ce qu'il a fait, et c'est ça. Elle aurait peut-être pu le tourner différemment, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant. Après, c'est fort en sens, quoi. King Cross, c'est une gare, c'est là où Harry part pour la première fois avec la voie 9/3. C'est un passage. Voilà. Oui, et puis c'est ça. C'est un lieu de départ aussi. Après, il y a bien sûr le combat final, dont on va parler un petit peu, avec effectivement beaucoup de décès. C'est beaucoup un petit peu, oui. Malheureusement, dans le film, ce moment est super bien rendu. Pierre de Plume, McGonagall qui fait bouger toutes les statues de Poudlard. Tout ça, c'est hyper sympa. Attends, il y a l'armée qui sort de la forêt. Enfin, ça fout la chair de poule. Franchement, la scène. Il y a Neville qui fait tout péter. Ouais. Il y a Molly Weasley qui passe une trempe monumentale à Bellatrix Lestrange. Pas Madge, incroyable, quoi. Incroyable ce moment-là. Et Neville, du coup, qui accomplit son rôle de... qui est super badass. De Chosen One en tuant le dernier Horcrux, en fait, de Dumbledore avec l'épée de Gryffondor. Justement, ce qui est assez... Et au final, Harry n'aura pas détruit beaucoup d'Horcrux, parce que quand on regarde au détail... Il a détruit le journal. Oui. Il a détruit le journal. Il a détruit le journal, et c'est Ron qui a détruit le médaillon, c'est Hermione qui a détruit la coupe. La bague, c'était Dumbledore. Qui a fait la bague. Neville qui a fait le serpent. Bon, Harry, il a fait Harry, du coup, le Horcrux de Harry. Et il en manque un. Le diadème de Sir Daigle. Et le diadème, il est détruit dans le feu, dans la salle sur demande. Par Crabbe Goyle. C'est Harry qui met un coup de pied dedans, je crois. Non, ça c'est dans le film. Ouais, non, il lance un feu éternel. Ouais, ça part dans le feu qui a été lancé par un des Serpentards, un des potes à Malfoy. Dans le film, Harry donne un coup de pied dedans pour l'enfermer dans la salle sur demande. Et dans le livre, en fait, il sort avec. Et quand il le regarde, il se demande comment il va faire pour le détruire. Et là, il tombe en cendres. Et Hermione, elle dit: ah oui, putain, c'est vrai, les feux démons, ça peut détruire les... Et c'est un sortilège qui n'a pas été lancé par lui, donc il n'a pas... C'était un travail d'équipe, il n'en a pas lancé beaucoup. Il n'en a pas tué beaucoup. Finalement. Ouais. Visiblement, il a rien. Il a fait le début et la fin, le premier et le dernier, ceci dit, du coup. Mais et puis c'est lui qui a compris que le dernier était à Poudlard, c'est lui qui a vu la... Oui. Ah bah il a quand même débloqué beaucoup. Il a œuvré, c'est lui qui a voulu aller à Gringotts, qui a compris que l'Horcrux était dans la chambre de Lestrange, à Gringotts. Oui. C'était... Non, mais cette quête des Horcrux, elle est vachement bien, puis moi, elle était complètement inattendue. Ouais. Pour moi, les reliques de la mort, c'était les Horcrux, tu vois. Ouais, bah oui. Tu vois, quand j'avais vu le titre... t'as deux histoires en parallèle, quoi. Quand j'avais vu le titre, pour moi, les reliques de la mort, ça collait aux Horcrux, c'était parfait. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait tout un autre truc en dessous et tout, je trouvais ça génial. C'était vraiment très bien, quoi. C'est vrai qu'au début, c'était perturbant sur la lecture aussi, faire la différence entre les deux, du coup, parce que c'est le titre du bouquin aussi, donc mine de rien, on se doute qu'il y a un enjeu. Mais ça jouait bien, je trouve, sur l'imaginaire du lecteur. Il nous a pris à contre-pied. Oui, absolument. Mais effectivement, la bataille finale qui est incroyable, le combat entre Harry et Voldemort, finalement, est beaucoup plus épique dans le film que ce qui est dans le livre, parce que quand je me rappelle, dans le livre, ça va très très vite, parce qu'il y a une différence de niveau qui est tellement exceptionnelle que Harry ne peut rien faire, en fait. C'est juste dans le livre, non, en fait, il se tourne autour, Harry lui explique tout ce que Voldemort ne comprend pas, et puis au bout d'un moment, il se lance un sort, Harry fait l'Expelliarmus, parce qu'il sait que la baguette est à lui, enfin que la baguette lui revient. Voldemort qui toujours... Il y a l'histoire des cœurs jumeaux, des baguettes. Non, parce qu'il n'a plus sa baguette, Voldemort. Ah ouais. Voldemort, il a la baguette de Suro. En fait, il a pris en fait, Voldemort a la baguette de Suro. Oui, ça je me rappelle. Qu'il a piqué. Et son vrai maître, c'est Malfoy. À ce moment-là. C'est Malfoy. Ouais. Mais comme Harry a désarmé Malfoy dans le manoir, c'est Harry qui en devient le maître. Et du coup, il sait que s'il lui fait juste un sortilège de désarmement, comme il est maître de la baguette, elle lui revient.
Et Voldemort comprend pas, il lance l'Avada Kedavra, Harry expélie Hermione, et du coup l'Avada Kedavra de Voldemort se retourne contre lui. Et il part en cendres. C'est ça. Et après, Harry utilise la baguette de Suro pour réparer sa baguette et pète la baguette de Suro. Et il la jette dans le lac. Moi, j'aurais gardé 2 baguettes. Ouais, ça quand même. Moi, j'aurais au moins réparé Poudlard. D'un coup, comme ça, avec la baguette de Suro, c'était rapide. C'est vrai. Moi, j'aurais gardé les 2 baguettes. Un Aurore avec 2 baguettes. L'ambidextre, la peine. Ce soir, je prends laquelle. Détruire un objet de cette importance, quand même. Bon. Et puis, historiquement, ça se fait pas, quoi. Merde. Ouais, mais qui est-il? Il y aura toujours quelqu'un qui voudra plus de pouvoir et qui voudra la choper. Oui, mais bon, il y aura toujours un moyen d'avoir plus de pouvoir. C'est le principe de la magie. S'ils les ont créés, ils les ont créés, quoi. Après, c'est vrai qu'il a expliqué le truc de la baguette de Suro devant tout Poudlard, donc forcément, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée de la garder, quoi. À la grataille. D'ailleurs, j'ai vu une petite anecdote qu'après la bataille de Poudlard, du coup, tous les autres élèves seraient capables de voler Sombral. Ah bah oui, certainement, là, oui. Bien sûr, j'y avais jamais pensé, mais... celui qui ne les voit pas, logique, il était bien caché, effectivement. Oui. Celui-là, c'était le couard caché aux toilettes. C'était sûrement un serpentard. Bah non, les serpentards, ils étaient dans les cachots. Je pense que les psys ont dû tourner derrière. Il y a un autre truc aussi qui est sympa, que j'ai vu, une autre théorie. Alors, j'ai plus exactement... la chronologie des faits, mais quand Harry, Ron et Hermione ils repartent à un moment vers la cabane hurlante, enfin du coup c'est pas la cabane hurlante dans le livre, c'est la cabane vers de pêche les là. bateaux, là. Il y a chronologiquement, quand ils partent dans la fuite, donc ça fait un gros plan avec de la musique, ils tombent en premier sur un troll, donc c'est une image au premier. En deuxième, ils voient les araignées, les grosses araignées qui arrivent de partout. En troisième, il y a un plan avec Fenrir Greyback qui bouffe la Van Brown, le loup-garou, le troisième. 4, je sais plus ce que c'est. Dragon ? Non, je sais plus ce que c'est en 4. Et en 5 non plus. Mais en gros, tu refais la chronologie. Ouais, d'accord. Et c'est sympa. Et après, en 6, du coup, c'est Rogue, il tombe sur Rogue à la fin, quoi. Et du coup, le 5 et 6, je me rappelle plus ce que c'est. Ok. Voilà. Je trouvais ça sympa. La prochaine fois qu'on vraiment les lire là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la saga. Là. On a tout remonté tranquillement. Est-ce qu'on parle de la fin ? Oui, tant qu'on y est. J'ai été très gênée par la fin. Je trouvais ça tellement gentillet après tout ça, quoi. Alors, je vais t'appeler Séverus, comme les 2 gens les plus courageux que j'ai rencontrés de ma vie. Bah c'est que putain c'est dommage. Non mais même s'il a joué un rôle important, t'appelles pas ton fils Séverus, quoi. Tu l'appelles Sirius d'abord. Sirius James. Vous avez pas vu la petite image sur Instagram? Au-delà même des prénoms, quoi. Mec qui est comme ça, tu sais, et genre qui est comme ça en mode putain je suis dégoûté. Et au-dessus t'as marqué Rémus et Sirius au paradis quand tu vois que Harry a son fils Séverus. Non mais ça fait pas ça. Enfin, moi je pense qu'il fallait s'en passer. Séverus c'est pas cool. Alors mais même au-delà des prénoms, juste la scène, je trouve la scène est trop facile, quoi. Ah moi je l'adore la scène, je la trouve. Ah ouais, moi j'aime pas du tout. La boucle est bouclée, quoi. Ouais non, je l'ai trouvé trop facile. Comme tu dis. Ouais, mais en même temps, c'est dans l'ordre des choses, c'est facile, la paix a été rétablie, il n'y a plus de problème. Ils auraient pu finir comme ils faisaient d'habitude, tous à Poudlard, en regardant le truc, en se disant on a réussi à sauver, ça aurait suffi, quoi. Ouais. Non, moi je suis content que Harry finisse avec Ginny, ça y est, il fait partie de la famille Weasley. Non, mais c'est trop chouette. Non, mais les Weasley, on n'en a pas assez parlé des Weasley. Bien sûr, ils ont un rôle incroyable, tous les membres font partie de l'ordre du Phénix, tous les membres de la famille, ils ont tous été à Gryffondor, ils sont pauvres comme jamais, mais ils ont le cœur sur la main, ils sont géniaux dans tous les tomes, c'est une deuxième famille de Harry, mais voilà, et là ça y est, ils rentrent dans la famille Weasley. C'est même la première famille de Harry finalement. Ouais, c'est ça, c'est la seule famille qu'il a. Tu vois, et du coup voilà, là ça y est, c'est officiel, ils rentrent dans la famille. Hermione, pareil, tu vois, c'est des amis, plus que des amis, qui au final, maintenant ça devient une famille, quoi. Et j'imagine les repas de famille, mais comme ça doit être la folie. T'imagines la grande Harry et Ron qui font un barbecue là. Non mais tu vois, je me dis, ils sont tous entre eux, et puis après on voit aussi qu'il y a Ted Tonks, du coup le filleul de Harry, qui embrasse, ils disent à la fin là, il embrasse Victoire qui est la fille de Bill et Fleur. Donc, tu vois, on est à 2 doigts de la consanguinité quand même au bout d'un moment. Ah bah écoute, si on veut rester sans pur. Oui, c'est ce que j'allais dire là, il y a de nouveaux objectifs. Il n'y a pas de secret, du coup, je vous avais demandé de préparer un petit peu, on va refaire un petit peu le tour de tout ça. Donc votre top 5 des persos, pas forcément classés, mais en tout cas vos 5 préférés, histoire qu'on refasse un peu tout. Ben moi, sans surprise, c'est Ron et Hermione, après les Weasley. Je classe pas, je refuse les Weasley. Je les classe pas, je refuse les Weasley. Voilà.
Arthur, Molly, Fred, George. Allez, je vous laisse Percy si vous voulez. Même Percy. Et puis ensuite, Dobby et Neville, ou Neville et Dobby, quoi. Parce qu'ils ont des rôles trop importants, même si ça reste des rôles secondaires, c'est des piliers du truc, quoi. Dobby, il est incroyable. Ouais, Dobby, il est ouf. Il casse tout, il casse toute la magie pour aller rendre service à Harry Potter parce qu'il croit en tout ça. Neville, il explose, tu vois, il est couvé par sa grand-mère tout le long et à la fin, en fait, on s'aperçoit que c'est un vrai Gryffondor, quoi. Ouais, je suis d'accord. Toi, Morgane ? Moi, ça sera Sirius Black, parce que je le trouve vraiment badass. Et même si on le voit pas beaucoup dans les films, mais même en plus, Gary Oldman, acteur incroyable. McGonagall, parce que je la trouve vraiment excellent, mais c'est un super personnage, McGonagall. Et j'ai lu une théorie d'ailleurs cet après-midi qui m'a fait hurler, comme quoi elle serait mange-mort en fait de base. Non. Parce qu'en fait, visiblement, elle n'aide en aucun cas jamais. Ah ouais, mais parce qu'elle reste impartiale. Oui, mais voilà. Mais non, mais moi, c'est vrai qu'elle est capable d'aller retirer des points dans sa maison. Hein. C'est bien des rares à le faire. Voilà. C'est les élèves, quoi. Elle prime les élèves. Elle est juste. C'est le personnage le plus droit de cette histoire. Ouais. En tout cas, dans ses principes à lui. C'est pas une mange-mort. Et puis elle a une classe. Ah non, mais moi, j'ai lu ça. Mais l'actrice, elle est ouf. Je veux dire, là aussi, il y a un casting de Maboule. C'est exactement, tu les livres, tu t'imagines pas McGonagall. Le jour où l'actrice décède, et ça arrivera incessamment sous peu, c'est dramatique. Ah ouais, elle est magique. Ouais. Et après, Hermione, facile. Tonk, j'aime beaucoup. Et Molly. Molly, elle porte tout le monde à bout de bras. Et puis elle a son moment hyper badass qui est tellement mérité. Et puis tout ce qu'elle fait, non mais elle est incroyable. Je suis d'accord. Voilà. Et moi j'ai mis Rogue, Ron, Drago. Bellatrix et Molly, je mets les deux. Mais t'es vraiment une fausse pouf-souffle. Hein. Mais je me rêve en méchante, mais comme j'en suis incapable, je suis foncièrement gentille, donc je suis pouf-souffle, mais du coup je rêve d'avoir plus de... Je comprends. D'être un peu plus badass, donc c'est vrai que j'aime bien les méchants, et j'aime bien les personnages très ambivalents aussi, et c'est vrai que... On remarquera que Harry n'est dans aucun top. Ah non, mais moi c'est hors de question. Harry n'est dans aucun top, moi je suis parti sur Voldemort. Dumbledore, forcément, comme j'ai déjà expliqué. Toi, t'aimes le pouvoir, toi. Bah ouais, j'aime bien les mecs un peu badass. La puissance. J'aime bien les mecs un peu badass, c'est vrai. Sirius, bien sûr, Ron et Neville. C'est très masculin. Oui. Ouais. Et mais en même temps, c'est qu'une histoire de baguette qui lance des trucs, donc finalement, comment tu veux que je m'en sorte autrement? Il y a eu un moment où il portait des robes, mais ça s'est vite terminé, quoi. Donc non, mais alors c'est très masculin, c'est vrai, je l'avais pas réfléchi comme ça. Ah non, mais j'étais pour taquiner. Mais non, mais t'as raison. Hermione aurait pu avoir sa place cela dit, aussi largement. À part Sirius, c'est que des nanas. Hein. Oui, c'est vrai. Donc bon, je peux rien dire. C'est vrai. Ouais, mais après, Harry, en tout cas, vraiment fait... Non, mais... il fait pas l'unanimité. Hein. Pour moi, Harry, il est au-dessus du truc, quoi. Ah ouais. Même pas dans les personnages préférés. S'il est pas là, c'est qu'il y a rien qui existe. Donc, tu vois, moi, il est pas là parce que franchement, foncièrement, je l'aime pas. Je suis désolée. Je l'apprécie pas. C'est un vrai con, je suis désolée. Ça va que c'est l'aimant à tous les autres et que tous les autres tournent autour, mais je le trouve agaçant, insipide... Dans les films, là, je sais pas, il m'inspire pas. Et dans les films, l'acteur joue quand même assez mal. C'est pas le meilleur des acteurs non plus. Moi, je sais pas. Dur. Ouais, peut-être, mais. Je trouve par rapport à l'acteur qui joue Ron, par exemple, qui a vraiment incarné son perso à fond. C'était le personnage, en fait. Tu vois, Ouais, bon, admettons. Non, mais tu regardes les autres. Enfin, depuis tout à l'heure, on en parle. On dit casting incroyable. Pas une seule fois, on a parlé du casting d'Harry, quoi. Ouais, c'est pas faux. Il est pas si mauvais. Non, il est pas si est pas mauvais, mais il incarne pas le personnage. C'est pas lui, c'est pas le personnage. Alors qu'une Bellatrix, c'est elle. Enfin. Mais même Voldemort, tu vois bien comment il est. Même Hagrid, il est parfait. McGonagall, elle est incroyable. Sirius Black, putain. Sirius Black. Est-ce que vous avez déjà regardé les Harry Potter en VO? Et non, c'est un projet que j'ai, mais je l'ai pas encore fait. À chaque fois, j'essaye et j'y arrive pas. Je regarde tout le temps tous mes films en VO. Mais celui-là, les Harry Potter, j'ai commencé à les regarder en français, j'arrive pas à les mettre en VO. Et je me dis que je devrais les regarder ça doit être en VO encore mieux. Le jeu d'acteur est bien différent en VO. C'est sûr. Normalement, c'est plus vrai, quoi. Vient de dire là. Mais il faut que je le fasse. C'est vrai que faut peut-être s'y mettre. Tous ceux que je connais qui sont un peu fans d'Harry Potter, qui ont commencé à les regarder en VF. C'est difficile de se détacher. Qui est passé en VO. Mais je pense qu'en VO, ça doit être quelque chose, quoi. Parce que Daniel Radcliffe, mine de rien, c'est pas un mauvais acteur. Ah non, c'est un bon acteur. C'est vrai que c'est peut-être aussi une question de doublage. Et il est aussi il est chiant dans les films.
Mais non, ça, mais après, mais mais le personnage est de toute façon très dur à jouer parce que justement le principe du personnage c'est qu'il ne prend jamais position. Le principe d'Harry c'est que il subit jusqu'à la fin où il arrive un peu à se remettre. Donc tout le reste du temps il subit et en fait je pense que c'est super dur à jouer parce qu'en fait quand tu subis tu t'en prends plein la tronche et tu fais rien quoi. Donc c'est pas facile. Il subit pas, putain, il est quand même leader sur plein de trucs. Hein. Leader. Pas tant que ça. Si, il est leader. Hermione, elle est leader. Ouais, Neville, il est leader. Ouais. L'Ordre du Phénix, c'est pas lui qui choisit de faire partie d'être à la tête de l'armée de Dumbledore. Au final, on le met à la tête de l'armée. C'est Hermione qui crée C'est Hermione qui immisce l'idée, mais après Non, ça germe dans la tête d'Harry. C'est lui qui, dans les livres, on voit, il dit qu'il a commencé à faire les cours. Oui, mais parce qu'il se sort un peu les doigts du cul pour une fois. Et te dire encore merci, mec, ça fait 8000 pages que tu fous rien. C'est bien beau de faire des cercles qui brillent, mais bon, ça fera pas le reste du travail. Non, je suis pas d'accord du tout. Parce que même dans la chambre des secrets, c'est. Oui, dans la chambre des secrets, par contre, effectivement. Mais c'est parce qu'il était encore jeune et s'en est pas compte. Oui, mais parce que regarde là, le machin de la pierre philosophale, c'est juste parce qu'il voulait la posséder et non pas s'en servir. Lui-même, il s'en rend même pas compte. Non, mais parce qu'il a un cœur pur, c'est tout ça. C'est le principe des livres. Dans le 3, c'est lui qui court après Sirius. Enfin, tu vois, c'est lui qui va. Ouais, c'est ça, dans le 3, c'est lui qui court après Sirius. Dans le 4, il se fait un peu balloter parce que voilà, il comprend rien, il est complètement dépassé par les événements. Dans le 5, il se fait balloter parce que il est complètement dépassé par les événements. Dans le 5, il se trompe. Dans le 6, il est balloté parce que c'est Dumbledore qui lui dit quoi faire. Dans le 5, c'est lui qui décide d'aller au ministère. Alors certes, c'est une erreur, mais c'est lui qui va au ministère. Parce qu'il s'est fait manipuler. Oui, mais c'est quand même lui qui est leader du truc, quoi. Ouais. Je vous trouve dur avec Harry. Ouais, je comprends. Du coup, un passage marquant de la saga, vraiment super marquant pour vous. Un passage marquant. Ouais, juste un passage. C'est dur là. Comme ça, soit qu'on n'a pas évoqué, soit que. On n'en a pas parlé et je l'ai trouvé plutôt cool. C'est au tout début de l'Ordre du Phénix. C'est quand ils partent en ballet et que t'as toute la palade à Londres au-dessus de la Tamise. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Ouais. Moi, un de mes passages préférés, c'est anecdotique. Mais c'est dans le livre quand Ron revient après être parti. Et du coup, donc, c'est tout le chapitre de la biche argentée, là. Donc, ils sortent du lac, ils tuent leur crux. Puis Harry et Ron rentrent à la tente. Et voilà, c'est des mecs, quoi. Genre, allez, c'est bon, il s'est rien passé, on oublie tout et tout. Et c'est trop chouette. Et ils sont là en train de se retrouver. Toutes les semaines, ils refusionnent. C'est trop bien. C'est deux meilleurs potes qui se retrouvent comme si rien ne s'était passé. Et la crise de Hermione sur Ron, je trouve que ça caractérise bien le truc, quoi. Harry qui est là, qui est juste trop content, qui lui dit regarde qui est là, et Hermione qui est plus les pieds sur terre, qui a plus qui a un caractère plus féminin, qui dit non mais attends, ça va pas se passer comme ça, hein. On a failli se faire tuer par Voldemort et tout. Il va falloir faire la vaisselle maintenant. Ouais, c'est ça, il va falloir ramer, quoi. Et je trouve que je trouve que ce passage est génial. Vraiment, c'est mon passage préféré des livres. Voilà. Très bien. Moi, je suis en train de réfléchir aussi parce que je réfléchis aussi. Moi, je pense que, enfin, on en a parlé. Moi, c'est l'évasion des Weasley que je trouve. Voilà, quand ils partent de Poudlard, c'est vraiment moi un de mes passages préférés. Qualité Weasley. C'est incroyable. Et mais il y a ce moment-là qui est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi en fait le moment où ils s'entraînent dans l'armée de Dumbledore dans la salle sur demande. Et encore une fois, moi, c'est tous les souvenirs. Les souvenirs, que ce soit ceux sur Dumbledore ou ceux sur Voldemort. Ce que j'apprécie vraiment, c'est le fait que ce soit raconté par d'autres personnages qu'eux-mêmes. Et je trouve que ce truc-là est hyper intéressant. Et c'est mes trucs préférés, je pense, dans la saga. Alors, dans mes préférés, du coup, j'en ai trouvé un deuxième parce qu'on en a un peu parlé. Mais effectivement, c'est la mise en place, moi, dans le tome 7, la mise en place de l'ultime combat, cinématographiquement parlant, avec la musique, où on voit tous les personnages qui prennent place. Et des deux côtés, hein, d'ailleurs, chacun qui prend sa place avant le combat. Et sinon, dans les livres, mais en plein de morceaux, c'est effectivement les morceaux conviviaux avec les Weasley, et où on voit toute la malice et tout l'amour même dans le couple. Voilà, quand ils se font la malle avec la voiture et qu'ils arrivent et que il y en a un qui est bien content quand même qu'on ait essayé la voiture, mais qui va pas essayer de trop le dire. Et je trouve ça hyper. C'est des moments de vie effectivement assez simples et c'est vraiment adorable, quoi. J'ai pensé à la voiture, on n'a pas assez parlé. Ouais, il est fou. La beuglante aussi que Ron y reçoit, moi j'adore là. Ronald Weasley, comment as-tu osé voler cette voiture? Et vraiment, même quand il crache les limaces, il me fait trop rire, quoi. Et moi, Ron est vraiment un personnage, je trouve, comme Griffith, complètement réussi, quoi. C'est l'ami qu'il faut avoir, quoi, c'est clairement. ça. Ouais, c'est clair.
D'ailleurs, dans les films, ils ont mis son Patronus, ils ont fait un chien, donc le meilleur ami. Mais dans le livre, c'est pas un chien. Je sais pas si vous vous souvenez ce que c'est le Patronus de Ron. Ah non, j'ai pas. C'est le terrier. Ah oui, exact. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Aussi étrange que ça puisse paraître. Le terrier, la maison des Weasley. Pas un animal. Ah, la maison. J'étais sur un trou. Moi, je suis un pouf souffle. Je suis un blaireau. Moi, je voyais un terrier. Non, c'est la maison des Weasley. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est une incarnation, un objet, quoi. C'est rigolo. J'imagine un petit terrier qui sautille comme ça pour combattre les trucs. C'est incroyable. Un petit terrier qui sautille. On a fait le tour ? Je pense. On est bon ? Aussi. Ouais. Eh ben super. Merci à vous d'avoir prêté de votre temps sur un épisode qui va durer quand même 3 heures. Je pense qu'on va pouvoir souhaiter une bonne nuit ou un bon appétit à tous les auditeurs. Ce qui est pas mal. Une demi-journée sera passée. J'espère que vous l'avez écouté en plusieurs coups parce que sinon effectivement ça va être un peu long. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. C'est vachement cool de pouvoir Vraiment partager sur ces faits accomplis. Ouais. Oui, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. C'était le juste mot. C'était le juste mot, effectivement. Moi, j'espère que ce format aura plu un peu aux gens qui l'écoutent parce que je l'ai trouvé hyper cool à enregistrer. C'était vachement détente et tout. Enfin, j'aimerais bien pouvoir en faire d'autres. Donc, s'il vous plaît, écoutez ça et dites à vos copains de l'écouter. Comme ça, si ça marche, j'en refais d'autres. Et puis voilà, quoi. Nouvel épisode du podcast début septembre. J'en dis pas plus, on donnera d'autres infos très vite. Et puis, mes faits accomplis, quoi.